Bonjour, voici une vidéo sur les détendeurs thermostatiques. Une autre vidéo très courte suivra et expliquera la différence entre l'égalisation externe et l'égalisation interne. Nous allons parler de son rôle, du montage et du fonctionnement. Commençons par le rôle du détendeur. Il est double. Il crée la chute de pression et alimente l'évaporateur en fluide frigorigène. Concernant la chute de pression, c'est le détendeur qui maintient l'écart entre la HP et la BP, qui gère ce que l'on appelle le delta P. Tout comme un compresseur d'air comprimé n'arriverait pas à monter en pression si l'on maintenait appuyée la soufflette d'air, eh bien un compresseur de fluide frigorigène, de circuit frigorifique, ne pourrait pas monter en pression s'il n'y avait pas le détendeur. Maintenant, pourquoi créer cette chute de pression? Eh bien tout simplement pour forcer le fluide à se vaporiser lorsqu'il passe à travers l'orifice du détendeur. Le fluide frigorigène qui est donc en liquide HP franchit le très petit orifice calibré du détendeur et se retrouve dans une chambre beaucoup plus grande qui est donc à l'intérieur du détendeur, soumise à la BP, donc à l'aspiration du compresseur. Et donc forcément le fluide se vaporise et est déjà prêt, dès le franchissement du détendeur, à prendre de la chaleur puisqu'il se vaporise, changement d'état égale captation de chaleur. L'autre rôle, nous l'avons vu, est d'alimenter l'évaporateur en fluide frigorigène. Ça sous-entend qu'il gère son bon remplissage. C'est en quelque sorte une vanne de remplissage d'évaporateur. Si l'évaporateur est trop rempli de fluide frigorigène à l'état liquide, on risque un coup de liquide au compresseur. Et si l'évaporateur n'est pas suffisamment rempli de fluide, la puissance frigorifique est trop faible puisque l'on n'a tout simplement pas assez de fluide qui s'évapore. Gérer le bon remplissage de l'évaporateur, c'est tout simplement contrôler la surchauffe à l'évaporateur. Je vous présente un graphe que j'ai construit pour les élèves qui est certes discutable mais qui me permet de leur montrer un certain nombre de choses. La zone en pointillé représente les différents états du fluide. Au bas, à gauche, vous avez donc la zone liquide. Ensuite, on retrouve horizontalement le palier de changement d'état liquide plus vapeur. Et puis la zone en haut à droite, 100% vapeur. Donc on suppose évidemment qu'il y a augmentation de température pour se retrouver dans la zone 100% vapeur. Le composant condenseur est représenté en rouge avec les trois zones et le composant évaporateur en bleu. Commençons par l'entrée du détendeur. On voit que l'entrée du détendeur est éloignée de cette zone liquide-vapeur de façon à ce qu'il soit correctement alimenté. Là, c'est plutôt le problème du sous-refroidissement. Mais dès la sortie du détendeur, on constate qu'on est déjà dans la zone liquide plus vapeur. On pourrait constater les mêmes choses sur un diagramme enthalpique. Et donc, la surchauffe à l'évaporateur, c'est s'éloigner de la zone de changement d'état, donc liquide plus vapeur, qui est dangereuse pour le compresseur à cause justement de la présence de fluide frigorigène à l'état liquide. Comment mesurer la surchauffe? Il me suffit de lire la température de fin d'évaporation sur le manomètre BP. Je parle de fin d'évaporation parce que l'on peut avoir affaire à un fluide à glissement, et faire l'écart entre cette température et la température relevée au niveau du bulbe du détendeur, c'est-à-dire à la sortie de l'évaporateur. On constate donc sur ce simple graphe que le rôle du détendeur est central. Il permet donc de protéger le compresseur en réglant cette valeur de surchauffe à l'évaporateur, de façon à ce que le compresseur soit vraiment éloigné de cette zone dans laquelle on retrouve du fluide frigorigène sous l'état liquide. Le montage du détendeur. Le montage du détendeur se fait le plus près possible de l'entrée de l'évaporateur. Alors pourquoi on le constate sur cette capture d'écran? On voit que le fluide est déjà en train de changer d'état à la sortie de la buse du détendeur. Il est donc apte à prendre de la chaleur. Les captures d'écran que vous voyez sont faites sur le guide du monteur Danfoss. Et sur ce guide, on nous précise donc un certain nombre de choses, notamment la position du bulbe qui doit être comprise entre 1 heure et 4 heures à cause de l'éventuelle présence d'huile qui pourrait fausser la mesure. On évite de se mettre après un échangeur de chaleur comme celui-ci, ou encore à proximité d'une vanne, en tout cas d'une masse métallique qui pourrait fausser la mesure. Et enfin, le bulbe ne doit pas être placé sur un collecteur ou sur une conduite verticale, doit être placé sur une tuyauterie horizontale, et en tout cas en amont des siphons d'huile. Nous allons maintenant voir le principe de fonctionnement du détendeur thermostatique. Auparavant, je vous propose de détailler les éléments qui le constituent. Alors on retrouve sur cette animation flash un certain nombre de choses, en tout cas les différents constituants du détendeur à égalisation interne, mais on retrouve les mêmes choses sur l'externe, détendeur thermostatique.
Sur la partie, tout d'abord sur la partie inférieure, on a donc l'orifice interchangeable avec le filtre et puis l'écrou donc, qui arrive sur l'entrée HP liquide, et le pointeau. Le pointeau qui est actionné par une tige de liaison qui est sous la membrane du détendeur. La sortie du détendeur se fait côté évapo, donc avec la même manière du jon à réaliser. Et la partie donc, supérieure du détendeur, c'est tout simplement, si je le retrouve, le bulbe avec le train capillaire. Donc c'est la pression qui règne dans le bulbe et donc dans le train capillaire agit sur la membrane pour pousser le pointeau, ouvrir le pointeau par l'intermédiaire de cette tige de liaison et ainsi laisser passer le fluide en direction de l'évaporateur. Cette membrane est précontrainte par un ressort qui lui-même est actionné, en tout cas comprimé ou détendu par cette vis de réglage à laquelle on a accès derrière un bouchon qui est ici. À l'intérieur du bulbe, vous l'avez compris, il y a un fluide frigorigène qui a une relation pression-température similaire au fluide contenu dans l'installation. Et pour faire simple, le bulbe, qui en fait n'est rien d'autre qu'une prise de température, convertit cette température en pression au-dessus de la membrane du détendeur. Cette pression va donc s'opposer à la pression d'évaporation qui se trouve sous la membrane, ainsi qu'à la pression générée par la tension appliquée sur le ressort. Alors grâce à l'affichage simultané de ces deux animations, nous allons pouvoir constater ce qu'il se passe réellement, notamment quelles forces sont en opposition. Et bien sur la vue de droite, admettons que nous soyons en train de régler le détendeur, on voit que la surchauffe est trop importante, donc je mesure l'écart entre la température donnée par le manomètre basse pression, c'est-à-dire la zone qui est bleue, et la température relevée au niveau du bulbe, je constate que la surchauffe est trop importante. Alors qu'est-ce que je vais faire? Si je dévisse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'enlève la contrainte sous le ressort, c'est-à-dire que la pression générée par le bulbe devient prépondérante. Donc je me mets sur la vue de gauche, on voit ce qu'il se passe lorsque je dévisse le détendeur. Enfin, la vis de réglage du détendeur, vous voyez que la pression du bulbe devient plus importante et on est dans le sens de l'ouverture. La force d'ouverture, c'est la force du bulbe. Et évidemment, si je resserre ma vis de réglage, donc je me remets sur la vue de droite, cette fois, en serrant, on constate que je freine tout simplement le passage du fluide. En tout cas, plus je serre cette vis, qui est la vis donc, de réglage du détendeur, plus je demande en fait une température importante des vapeurs à la sortie au niveau du bulbe. C'est-à-dire que indirectement je règle une surchauffe. Et je recommence, donc je fais à l'envers cette fois, je dévisse. Plus la force du ressort est faible, je me mets sur la gauche également, plus la force du ressort est faible, et bien plus la température nécessaire au niveau du bulbe sera faible également. C'est-à-dire que le détendeur là va être ouvert très facilement. La température au bulbe, l'écart étant très faible par rapport à la température d'évaporation, eh bien j'ai une ouverture aisée du détendeur. Et avec un thermomètre, à la limite, si je trouve sur mon thermomètre au niveau du bulbe la même température que la température donnée par le mano BP, c'est-à-dire que j'ai du fluide qui est en ébullition à la sortie, si le mano m'indique 0 degré et que je mesure 0 degré ici avec mon thermomètre, c'est que je n'ai pas de surchauffe, donc là, risque de coup de liquide. Une dernière petite chose que l'on peut constater, c'est la variation de la BP en fonction de l'ouverture et de la fermeture du détendeur. Donc vous voyez que la BP a tendance à chuter, moins je remplis mon évaporateur, plus la BP chute. Donc une basse pression très faible est synonyme peut-être, entre autres en tout cas, d'un faible remplissage de l'évaporateur. Enfin, une dernière remarque pour aller un tout petit peu plus loin. Régler la surchauffe, c'est en fait trouver un équilibre entre le débit masse au compresseur et le débit masse au détendeur. À savoir que si le débit masse détendeur est supérieur au débit masse du compresseur, et bien là, à nouveau, c'est un risque de coup de liquide.
Le débit masse au compresseur n'évolue pas dans le même sens que le débit masse au détendeur. Avec une pression d'évaporation qui diminue, le débit masse au compresseur a tendance à diminuer, alors qu'au détendeur, il augmente, ce qui fait qu'on risque donc un coup de liquide. Donc en gros, pour faire simple, il faut absolument choisir un détendeur d'une puissance donnée en fonction d'une température d'évaporation et surtout d'un delta P.